Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cette édition littérature qui sera consacrée encore une fois à un comics. On est dans un petit entre-deux au niveau des romans. Donc aujourd'hui, en fait, non seulement on critique non pas deux, mais trois albums de chez Panini Comics. Mais bon, avant d'aller plus loin, je fais mon sauvage, je suis en train d'oublier de nous présenter. Donc ici Francis en direct de Québec. Et ceux qui nous regardent en vidéo auront reconnu Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut, oui, ça va très bien, Francis. Super content de te retrouver encore une fois pour ce critique comics. Là, c'est toujours excitant de commencer ces critiques comics avec toi. Bonsoir, bonjour à toutes nos auditrices, auditeurs. Salut, ça va super. Oui, et écoute, avant de se lancer, on va déjà rendre hommage parce qu'on enregistre un 4 novembre et c'est une journée très spéciale pour tous les Québécois. Je comprends que les Français n'auront pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est que ça. Et je pense que ça va être encore pire pour ceux que c'est à l'audio seulement que ceux qui ont la vidéo. Mais voilà, rendons un petit hommage, souhaitons-nous un joyeux 4 novembre au soir à tous. C'est pas vraiment la peine de commenter, mais je voudrais vous dire. Oh, c'est un joli mot, ça! Un autre! On le connaît déjà, celui-là! Le 4 novembre au soir! Le quoi? Le 4 novembre au soir! Encore! Le 4 novembre au soir! 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 Et voilà. Donc, évidemment, c'est ça. Je sais que les Français, tu sais, Jean, je sais que c'est pas une tradition chez vous, mais voilà, ici, c'est un vieux clip de l'émission Les Bleus Poudres, une émission comique des années 90. Et ça doit dater de quoi? Autour de 93, peut-être, quelque chose comme ça. Et c'est un grand classique. Donc, chaque année, on dit le 4 novembre. Oui, parce que techniquement, on enregistre... À mes collègues un bon 4 novembre. Donc, voilà, c'est fait. Et le pire, ce qui est malheureux, c'est que pour les auditeurs, l'émission ne paraîtra pas le 4 novembre au soir. Mais voilà, nous, on enregistre le 4 novembre. C'est ça. Alors, oui, mais ça fait un petit moment que je suis au Canada, je n'avais jamais entendu parler. Ça fait un petit moment qu'on enregistre ensemble, en plus, Francis. Ouais, non, ben évidemment, oui, mais écoute, t'es dans un autre pays, en réalité. Hein, ça, c'est au Québec. Là, donc, mais ça fait... Dans le reste du Canada, là, les trucs québécois, là. Mais oui, les gens ont reconnu l'ancien premier ministre du Canada, Jean Chrétien. Donc, premier ministre, quand même, pendant longtemps, je crois, un bon 10 à 15, au moins 3, il a fait 3 mandats. À l'époque, c'était pas des 4 ans, là, mais bref, un bon entre 10 et 15 ans. Voilà, un trésor national. Le petit gars de Shawinigan, qu'on l'appelait. Bref, c'est assez de moments culture populaire québécoise et aujourd'hui, on est là pour parler écoute, on verra si c'est du même calibre que le phrasé de Jean Chrétien. On est là pour parler du Mandalorian, l'adaptation comics officielle là, de chez Marvel et publiée chez Panini Comics. Donc, en première partie, on attaque les 2 volumes qui couvrent la saison 2 de la série télé du Mandalorian. Donc, vous aurez compris que c'est des adaptations, c'est pas de l'inédit, là. Et même chose après, mais pour la série Obi-Wan. Donc, cette fois-ci, par contre, c'est en un seul album de 6, alors que là, c'est 2 albums de 4. Donc, voici le programme pour aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, on va saluer nos amis de Star Wars Littérature Québec. Donc, si ce n'est déjà fait, que ce soit un 4 novembre au soir ou autre, allez sur la page Facebook de Star Wars Littérature Québec, venez discuter avec nous. Et justement, nos auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi le 4 novembre, ben, venez demander aux Québécois c'est quoi cette histoire-là. On va vous l'expliquer. Sinon, Jean, un petit WhatsApp rapide? Oh, le WhatsApp, j'avais complètement zappé. Effectivement, WhatsApp, écoute, on va faire de la littérature. On va faire du jeu vidéo. Ça va changer un petit peu. Donc, juste pour dire que j'avais essayé le jeu vidéo, Star Wars Hunters, qui est sorti sur Switch, enfin moi j'y joue sur Switch en tout cas depuis un petit moment déjà. J'ai joué 1 heure et j'ai laissé tomber parce que c'est pas vraiment le genre de jeu qui m'intéresse, tu vois, c'est un genre de jeu multijoueur en ligne où tu te fous sur la gueule avec c'est un, comment on appelle ça, un Fortnite-like, quoi, si tu veux. Ben, écoute, je vais enchaîner tout de suite. Parce que c'était pas du tout prévu, mais on a le même WhatsApp, pratiquement. Personnellement, je ne l'ai pas essayé, mais j'ai regardé mon plus jeune fils, Louis, l'essayer justement pendant quelques heures. Effectivement, moi, évidemment, je voyais beaucoup de liens avec Fortnite. Donc, c'est un espèce de mix entre Battlefront et Fortnite. Donc, il n'y a pas l'aspect où on construit des structures et tout ça. Non, mais c'est très, très coloré, c'est très, très arcade. Moi, je trouvais qu'il y avait un petit feeling de
en termes de sensation de partie d'arcade des années 80-90, avec des jetons, là, et que tout est fait pour que tu rajoutes des jetons. Partie multijoueur très, très, très simple, très rapide. Je pense que c'est des matchs de quoi, 5 minutes peut-être? Ouais, voilà, ouais. Moi j'ai trouvé ça très rapide. C'est des équipes de 4 et tu te fous sur la gueule dans une arène. Moi, ça m'a fait penser à Counter-Strike, à Unreal Tournament, à tous ces jeux. Enfin voilà, c'est. Ouais, en 5 minutes, là, écoute, à l'époque, c'est des parties de Counter-Strike duraient juste 5 minutes. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de. Je sais pas, il y a peut-être différents modes de jeu. J'avoue, j'ai pas exploré le jeu plus que ça parce que ça m'intéressait pas plus que ça. Le jeu est très joli sur Switch, il tourne très bien, il n'y a pas de souci sur ça. Mais moi, j'avais envie de parler autre chose que ce jeu vidéo-là. En fait, je voulais justement faire du rétro gaming plutôt. J'ai mis la main sur le dernier jeu Star Wars GameCube qui me manquait. Voilà, c'est celui-là. Je ne prends pas l'image. Donc, c'est Lego Star Wars 2, la trilogie originale. Donc, le deuxième Lego Star Wars sorti ever. Quoi. Le premier, c'était sur la prélogie, basé sur les épisodes de la prélogie. Là, c'est la trilogie originale, voilà, sur GameCube. Il était sorti sur tous les supports à l'époque. Et voilà, et c'est le seul qui me manquait, donc très très content. Et en plus de ça, je me suis pris quelques petits amiibo, pas des amiibo, pardon, de Disney Infinities qui me manquaient. Donc je me suis chopé, je me suis chopé Leia et Luke, je me suis chopé Poe Dameron qui est là, que des personnages que j'apprécie. Ouais, j'ai fait. C'est le seul que j'ai. Tu vois, pour Dameron, c'est le seul que j'ai. Ouais. Mais il faut avouer que les designs étaient très cool. On en voit, là, j'en montre quelques-uns à l'écran. Mais là, ils doivent commencer à devenir rares un peu là, parce que ça date quand même d'un bon 10 ans au moins. Ouais, ben écoute, c'est ce qui m'a surpris, et pas tant que ça en fait. Là, tout ce que je te montre, c'est vraiment du prix coûtant, quoi. Ça, c'est quoi, 15-20 balles, 20 $, canadiens. Même le Kanan, je trouve très joli, le Kanan, il fait très série animée rebelle, c'est superbe. Donc, ouais, non, de qualité. Et puis, non, encore une fois, moi, je prends que les trucs bon marché, les trucs hors de prix. Non, pas question. Donc, voilà, petite session jeux vidéo. Donc, très, très, très content. Là, Leia va rejoindre Rey et Ahsoka, parce que c'est une étagère 100% personnage féminin sur l'étagère. Et voilà, et les autres vont retourner dans la boîte. Voilà pour le WhatsApp. Ah, c'est bien. Et en plus, on apprend qu'il y a une nette séparation des sexes, même dans ta présentation geek derrière toi. Donc. Ouais, j'ai quelques. C'est pas très actuel, je trouve, comme approche, genre, on va se faire chicaner. Là. mais non, si peu. Écoute, c'est ça, moi, côté WhatsApp, là, on est dans l'écoute de Glass Abyss, donc le roman sur Mace Windu. Donc, mais c'est ça, je reviens sur Star Wars Hunters, là, c'est ça, avec Louis, on planifiait peut-être de justement faire une espèce de Star Wars en direct jeunesse sur les différents jeux vidéo, entre autres. Là. Donc, parce qu'on ne se le cachera pas, il vise quand même un public plus jeune, là, Star Wars Hunters. Ouais. Donc, et il y avait un petit roman jeunesse, je me souviens que tu l'avais lu. Très, très bien. Excellent, le roman jeunesse, une bonne surprise, vraiment. Donc, voilà, écoute, pour les auditeurs, dernièrement, Jean, écoute, c'était essentiellement de la littérature. Est-ce que tu veux nous citer les 2 dernières émissions? Yes, si je retrouve, hop, voilà. Donc, dernièrement, on avait critiqué à tous les deux le comics Bounty Hunters, tome 7, sur l'arc Dark Droid, entre autres, qui concluait la série Bounty Hunters, un dernier tome de la série. La série est terminée, maintenant, dorénavant. Nous avions fait également la critique de Dark Vador, tome 8, Dark Droids là aussi, mais du point de vue de Dark Vador, là, par contre, une série qui continue encore. Je crois qu'il y a jusqu'à 10 tomes, Dark Vador, peut-être. Oui, je pense que ça va arrêter au 10e. Ouais. Voilà, c'est ça le 10e. Et par contre, hors littérature, on a eu la partie 2 du cosplay. Je ne sais pas s'il y a la miniature par là, peut-être. C'est vrai, non, malheureusement, je n'ai pas la miniature. Mais c'est une des dernières émissions non littérature, la plus récente. C'est la partie 2 sur le cosplay avec Sylvain, toujours aux présentations en compagnie de Loïc, mais là, en tant qu'invité, c'était rigolo, membre de la 501. Il y avait Michael Collet aussi, membre de la Rebelle Légion, le pendant donc des gentils, des cosplayers gentils, et Ben Sylar, Alex en anglais, c'est Sylar. Ben Sylar, pardon, de la de l'association Mando Mercs. Ouais. Voilà, très très super. Ouais, c'est cool d'avoir tous les groupes, effectivement. Ouais, c'était excellent. Je ne sais pas si vous avez écouté ces émissions sur le cosplay. Je n'ai pas terminé, effectivement. J'ai débuté, puis je n'ai pas eu le temps de le finir. Mais je trouve ça très très cool. En plus, c'est des thèmes qu'on aborde quand même un petit peu moins en général. Fait que c'est le fun d'avoir aussi étalé ça sur deux épisodes, puis le concept d'entrevue justement avec des cosplayers.
Donc, ouais, salutations à l'équipe française. Très, très cool, ces 2 émissions-là. Oh, mais ça me fait penser, on digresse direct, mais bon, vous verrez, on n'aura pas grand-chose à dire sur les comics ce soir, ou pas, on verra. Mais le week-end dernier, on est allé dans une espèce de Toy Fair, un festival du jouet ici sur Vancouver, et il y avait la 501 et la Rebelle Légion locale. Du coup, on a pu prendre quelques clichés avec ma fille et ma femme avec les membres de la 501. C'était rigolo parce que justement, la semaine d'avant, ils avaient sorti cet épisode de Star Wars en direct sur le cosplay. Et là, j'ai pu vraiment discuter avec les membres de la 501 locale. C'était trop drôle. Voilà. Très cool, ça. Puis ça fait toujours les enfants, ça leur fait des beaux souvenirs. Ouais. Il y avait R2 aussi. Il y avait un Nium-Num. Comment il s'appelle le pote à Lando? Ouais, Nium-Num. Nium-Num, voilà. Il y avait lui. Nium-Num. Il y avait une Mara Jade, superbe. Puis évidemment des troopers, un trooper drôle qui se baladait dans les allées de la Toy Fair, qui allait voir les vendeurs et qui s'arrêtait à chaque fois qu'il voyait un trooper en jouet ou en artwork ou je sais pas quoi. C'était très drôle. Bref, on s'est éclaté. Voilà. Excellent. Ben écoute, sur ça, je te propose qu'on passe en hyperespace pendant que tu échappes tes jeux ou je sais pas quoi. C'est le bordel. Et on se retrouve après pour attaquer le premier des deux séries. Là. Bref, les 2 premiers albums dont on va discuter aujourd'hui, donc ceux du Mandalorian. Ouais. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais, on va parler pour débuter de Mandalorian. En fait, on se demandait avant l'émission en off lequel des 2, justement, est-ce qu'on commençait par Obi-Wan ou par Mando. Et petit spoil ici, j'ai dit à Jean, ben, c'est mieux de finir mieux de tout de suite commencer avec ce qui est très, très mauvais, finir plus en beauté un peu que l'inverse. Écoute, je suis allé voir les notes qu'on avait données parce que on se fait, des fois, les gens peuvent trouver qu'on donne des notes quand même assez élevées. Là, après ça, peut-être qu'on crée des attentes et puis que les gens sont déçus. Je peux vous dire que ce n'était pas le cas. Avec la première série Mandalorian, donc les deux albums que voici, qui pourtant ont eu des excellentes ventes. Hein. On rappelle, ça a été dans les meilleurs vendeurs cette année. Mais c'est probablement pas pour le contenu, probablement juste pour le contenant et ça faisait peut-être des cadeaux à Noël. Mais on avait donné en moyenne tous les deux, pour le premier, je pense que ça donnait 35%. Et pour le deuxième, ça totalisait un 25%. Et là, on verra avec la conclue de cet épisode-là, mais je compte descendre mes notes des 2 premiers tomes que tu viens de montrer. Oui, ok, ça. Ok. Fait que les rejetons empirent la situation des parents. Okay. Exactement. Ben, écoute. On va voir, peut-être qu'on va être surpris. Ne vendons pas justement la peau de l'ours avant de l'avoir bien refroidi, parce que qui sait, peut-être que Marvel a eu la bonne idée de se reprendre pour la 2e saison et de faire les choses différemment. Peut-être un dernier point sur le concept d'adaptation. Parce que, par exemple, je vais donner un exemple. Si les seules adaptations qu'ils ont pris dans leur vie, c'est par exemple celui du Réveil de la Force, il y a plusieurs années, et celui du Mandalorian, ben, c'est sûr qu'ils vont trouver qu'on perd notre temps tout simplement carrément à les lire. Puis qu'on perd beaucoup d'argent à les acheter. Mais tu vois, j'ai quand même ressorti des boulamites du grenier, comme vous diriez, outre-Atlantique. 2 exemples, justement, comme quoi les adaptations de films ou de séries ne sont pas nécessairement toujours catastrophiques ou c'est pas obligatoire. Donc, ça peut être bien. Et j'ai ressorti les adaptations en comics de Solo et de Rogue One. Tu vois, c'est deux ces mini-séries. Je crois que Rogue One est en 6 numéros et Han Solo en 8. Mais bref, c'est 2 séries où est-ce qu'il y avait une plus-value. Il y avait vraiment, par exemple, dans celle-là d'Han Solo, c'était des scènes supprimées, les fameuses deleted scenes qui avaient, puis par exemple, c'est ça, dans le film Solo, c'était tout le procès. Donc, Han Solo, au début du film, évidemment, est chassé de la marine, là, ou en tout cas comme pilote, se retrouve dans l'infanterie. Donc, ça, c'était des scènes supprimées et les scènes sont présentes dans le comics. C'est cool, ça. Dans celle de Rogue One, je me souviens, il y avait entre autres un moment de réunion où est-ce que c'est Bail Organa face à Saw Gerrera. Saw Gerrera est accompagné de Jyn, enfant. Et en face, Bail Organa est accompagné de Leia, enfant. Okay. Quelque chose qu'il n'y a pas du tout dans le film. Fait que c'est des petits, tu sais, je vous dis pas
ça change l'histoire, là. C'est pas ça. Évidemment, ça change pas l'histoire. Mais, c'est ça, c'est des petits bonbons là, pour le lecteur. Petit bonus. Et puis, ben, évidemment, il y a toujours l'aspect graphique puis tout ça, là. Donc, l'épisode 8. c'est pas obligatoire d'être complètement raté quand vous faites une adaptation de quelque chose qu'il y avait à la télé. Et puis on se rappelle l'adaptation des 6 premiers épisodes, mais dans le temps de pré-achat Disney par Lucas par Disney, les 6 adaptations des 6 premiers films étaient de qualité. Moi je les avais à l'époque chez Delcourt et c'est super. Hein. C'était nickel. Je pense pas que des fois, ça peut être aussi au niveau artistique. Là, je me souviens, par exemple, dans un des numéros de l'adaptation des Derniers Jedi, la fameuse, c'était une double page, l'équivalent d'une affiche, dans le fond, là, où est-ce que c'est quand ils mettent l'hyperespace puis qu'ils défoncent le super vaisseau du premier ordre. Là, écoute, ça faisait une magnifique affiche. Vraiment, là, c'était vraiment sublime. Fait qu'écoute, on va voir qu'est-ce qu'il y en a. Donc, lançons ça aujourd'hui avec notre série Mandalorian. Je n'ai pas encore reçu mon deuxième numéro là, qui est sorti récemment. Le deuxième, pour le retrouver en librairie, je peux vous montrer, c'est la couverture de l'épisode avec Ahsoka, l'épisode 5. Donc, le volume 2, là, du côté de chez Panini, ressemble à ceci. Voilà. Donc, écoute, évidemment, on va quand même faire un petit résumé des histoires, dans le sens, ça va être très rapide, là, mais juste pour vous rappeler, on parle de quel épisode, là, parce qu'évidemment, on sait que vous avez écouté les séries Mandalorian et Obi-Wan, mais écoute, souvent, c'est ça, on l'a juste écouté une fois, peut-être deux, et puis on est un peu... OK, c'est quoi la saison 2 de Mandalorian? Ça commence quand? Ça finit quand? Fait que, bref, Jean, est-ce que tu peux nous résumer un peu ce qui se passe dans cette... Alors déjà, il faut savoir qu'en VO... numéro-là, on va faire toute l'histoire au complet, puis après, on parlera de l'aspect plus graphique. OK. Déjà, en VO, il faut savoir que les 2 tomes, là, sont dénommés saison 2, partie 1, saison 2, partie 2, alors qu'en VF, Panini les a nommés tome 3 et 4. Donc, oui, la numérotation continue, effectivement. Voilà. Et tu l'as dit, hein, donc Obi-Wan a 6 numéros et chacun des Mandos en a 4. Et ça correspond en fait à un numéro par épisode, en fait. Donc c'est très simple à ce niveau-là. Je sais pas, tu l'as dit que le tome 4 est prévu pour une sortie le 20 novembre, c'est ça? Donc cette émission sera sortie. Je pensais qu'elle était déjà sortie, tu vois, c'est mon erreur. Alors j'ai checké aujourd'hui, hein, parce que encore une fois, je te l'avais dit en off aussi, mais je n'avais pas préparé cette émission avant hier, quoi. Et aujourd'hui, je me suis tapé les trois tomes et la préparation de l'émission en temps record pour faire cet enregistrement ce soir. Et donc, j'ai regardé sur Panini, le site, et il disait donc 20 novembre pour le tome 4. Donc, je sais pas. En tout cas, l'émission sera parue avant, j'imagine. Mais pour le c'est ça. Ben, écoutez, c'est ça, on verra si ça vaut la peine comme cadeau de Noël ou pas. Ouais. Spoiler alerte, pas vraiment, mais donc résumé, on va retrouver le Mando et Grogu pour les saisons 2 donc on a Din Djarin qui veut, son objectif c'est ramener bébé Yoda auprès des Jedi. Donc il va d'abord retourner sur Tatooine, retrouver l'armure de Boba Fett, la portée par le marshal Cobb Vanth. Ils vont donc team up avec Cobb Vanth et les Hommes des Sables pour aller buter le Dragon Crate. Ça, c'est l'épisode 1, on se rappelle, superbe épisode là, contre le Dragon Crate. Ensuite, on a l'épisode avec la maman Timothy Olyphant dans le rôle du Marshal. Voilà. Timothy Olyphant, si vous ne l'avez pas reconnu dans le comic, c'est normal. On a résumé. Je me suis fait exactement la même réflexion. En plus, ces temps-ci, je réécoute la série, c'est Justified, avec justement Timothy Olyphant qui joue le rôle d'un Marshal là, aux États-Unis. Fait qu'écoute, quand j'ai vu les dessins de Georges Gentil, bref, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec l'épisode sur la Frog Lady, donc et ses œufs, là, la maman grenouille, qui va embarquer avec Din Djarin dans son Razor Crest. Et donc l'épisode avec les araignées sur la planète de glace, on se rappelle. Donc il y a ça, puis après la rencontre avec Bo-Katan et ses potes mandaloriens, le petit hijack du transport impérial, on se rappelle. Et puis voilà, Din Djarin qui est orienté par Bo-Katan à aller voir Ahsoka Tano. Voilà. Mais avant de ça, donc la fin du tome 3 finit donc sur l'escale du Mandalorian sur Navarro pour réparer son Razor Crest. De là, il va y retrouver Greef Karga et Cara Dune. Cara Dune pré-renvoi par Disney, on se rappelle. Oui, tout à fait. Elle était toujours là et encore bien présente dans cette saison 2 pour une petite mission dans un labo impérial. Et voilà, ça finit sur la révélation comme quoi le Moff Gideon est encore vivant à la fin du tome 3. Donc ça finit la saison 2.
Et puis dans le tome 4, on enchaîne avec la mission pour retrouver Ahsoka. Voilà, donc on se rappelle, première apparition d'Ahsoka en live action. C'était quand même remarquable à l'époque. On attendait tous ça avec impatience. On a la baston avec Morgan, Ahsoka versus Morgan. Puis on a Mando et Grogu qui se rendent sur Tython pour l'épisode réalisé par Robert Rodriguez. Celui-là aussi, on se rappelle les débuts de Robert Rodriguez Boba Fett. Avec Boba Fett qui défonçait des crânes, des casques de Stormtroopers. Là. Voilà. Donc après, donc on a le face-à-face entre Mando et Boba Fett venu récupérer son armure, puis contre les Stormtroopers, tu le mentionnais juste avant, et puis l'arrivée des fameux Dark Troopers, là aussi, qui nous avait fait bien kiffer pendant la vision de la série. Dark Troopers qui vont réussir à capturer Grogu et à l'amener à Moff Gideon. Donc, branle-bas de combat, Mando va devoir team up avec Boba Fett, Fennec Shand, et même récupérer Mix Mayfield. On se rappelle le mercenaire là, de la saison 1, joué par Bill Burr, l'humoriste, excellent humoriste américain, Bill Burr. Voilà, que je connais toujours pas, mais tu m'as dit ça pour le premier. Puis c'est un grand ami de Jon Favreau. Mais un personnage qui avait été dans la saison 1 assez ordinaire quand même, c'était rien de marquant. Mais je souligne que son interprétation d'un soldat un peu post-traumatique, le choc post-traumatique, dans cet épisode-là de Mando, c'était impeccable. C'était vraiment étonnant, là, surtout venant d'un non-acteur. Donc, le gars est un humoriste. Ce qui m'avait fait dire, bref, à l'époque, là, les gens vont peut-être trouver que je me répète, mais que probablement qu'il connaît quelques-uns de ses amis, soit militaires, policiers, etc., là, qui ont des chocs post-traumatiques. Parce qu'on y croyait. Surtout pour un humoriste, là. C'était impressionnant. Ouais, non, c'était un très très bon épisode. On se rappelle sur une mission sur une planète forestière là où Mando. Il y a un barrage hydroélectrique essentiellement. Voilà. Infiltré, voilà, la base impériale, le barrage impérial. Et le tome finit sur l'ajout de Bo-Katan à la team du Mando pour aller aborder le vaisseau de Moff Gideon et délivrer Grogu. Et donc là, on a le duel Mando-Gideon. On a l'arrivée de Luke Skywalker aussi contre les Dark Troopers. Et voilà, Luke qui va récupérer Grogu. Et ça finit comme ça. Le tome 4 et la saison 2 finissaient comme ça. Voilà la fameuse entrée de Luke qui défonce tous les Dark Troopers là, et la déception qu'on a tous eue en voyant le CGI de son visage à la fin. Mais bon, la scène était quand même impressionnante. Ouais, c'était quand même sympa. Ouais. Un petit écho à la scène finale de Rogue One. Ouais, c'est ça. Au lieu d'être Vador dans un corridor, c'était Luke là, qui défonçait des droïdes. Bon. Voilà. Excellent, fait que c'est ça. Comme je disais, ça commençait où, ça finissait où dans l'histoire du Mandalorian? Ben voilà, c'est ça. Ça commençait avec le retour de Boba Fett là, et le Marshal Vance sur Tatooine. Et ça finissait sur, dans le fond, le retour de Luke qui récupérait Grogu. Donc, on s'attendait à des aventures du Mando sans Grogu. Et finalement, bon, spoilers, ça ne durera pas très long. C'est ça. Ouais. Voilà. Pour ce qui est, écoute, déjà, en termes scénaristiques, est-ce que, parce que j'ai pas mentionné, c'est Rodney Barnes qui est à l'écriture. Bon, on peut dire, c'est ça, c'est Georges Gentil qui est au crayon. Voilà. Reprends-toi, j'en reprends-toi. On a Rachel Rosenberg qui est aux couleurs, là, quand même inhabituée dans les comics Star Wars, qu'on nomme souvent. Et aux couvertures, il y avait quand même quelques couvertures intéressantes. On avait un David de Nakayama. Donc voilà, mais je pense que c'est pas le seul. Hein. Je crois que. Il y a plein de couvertures variantes. Ouais. Ouais. Et par contre, tu as oublié un dessinateur. Il y a Gentil n'est pas tout seul. Il est secondé par Stephen Cummings. Comme deuxième. Ok, tu vois, j'avais pas l'information. C'est peut-être pas dans tous les numéros. Et non, en fait, voilà, ça va être très simple. Ils alternent. Donc là, on a 4 x 2. Et tu as un numéro de Gentil, un numéro de Cummings, un numéro de Gentil, un numéro de Cummings. Donc c'est assez troublant, on va dire. T'as pas remarqué pourtant en lisant? J'ai pas remarqué, donc ça veut dire que Cummings ne sera pas dans mes préférés. C'est ça que je faut aller dire. Écoute, avant justement de se lâcher lousse sur les dessins, au niveau adaptation, est-ce que tu as quelque chose à redire? Est-ce qu'il y a des quelconque plus-value comme il y avait dans Rogue One et Solo, par exemple? Non. Ça, voilà, je te réponds direct. Il n'y a pas de. Non, mais ça, c'est le problème, ça, avec toutes ces adaptations de séries. On en avait déjà parlé dans les critiques des 2 premiers tomes, et que ça soit Obi-Wan aussi, je mets tout dans le tas, et ce Mando. Pourquoi ils font juste un stricto sensus du plot
scène par scène presque de la série et dialogue ligne par ligne, quoi. Il n'y a aucune plus-value, c'est fou, quoi. C'est du copier-coller, quoi. Donc, ouais, non, c'est ça. Effectivement, ben, c'est dur de croire, en fait, que ça vient pas directement de Lucasfilm, que là, ils n'ont pas dit tout simplement non. Vous, tu sais, moi, je sais pas, être un artiste, être un auteur, ben, je proposerais des petits à côté, tu sais, je sais pas, ne serait-ce qu'une même scène, mais du point de vue, par exemple, de l'ennemi, ou tu sais, quelque chose d'original. Là, c'est le niveau 0 de l'originalité. C'est vraiment la mise en image des émissions qu'on a écoutées. Et je peux pas croire qu'il n'y ait pas eu de rush, des scènes coupées, des scènes allongées, je sais pas, quelque chose, quoi. Comme tu disais pour Rogue One et Solo, quoi. Non, il y a là que dalle. Donc ça, c'est très décevant de ce côté-là. Et bon, après, on va pas blâmer les scénaristes. Hein. Là, en scénario, c'est Rodney Barnes, donc il reprend sur Mandalorian, qui avait déjà fait les 2 tomes de la saison 1. Mais effectivement, ouais, est-ce que c'est Disney qui bloque est-ce que c'est... Ouais, c'est un peu chiant. Ouais. En plus, il me semble que c'est pas si compliqué, mais bref. Écoute, dernier petit point spec, on va dire, que j'avais pas mentionné. Au niveau des prix, là, on parle d'albums à 19 € chacun. Donc, on est à peu près dans le 30$ ici au Canada, plus taxes, donc x2. Fait que c'est ça. Faut vraiment, c'est ça. Faut être complétiste. Tu peux rire de moi, Jean, c'est correct. Non, mais enfin, surtout ça. Le complétiste, oui, si vous voulez, mais c'est vraiment pas. C'est vraiment les derniers tomes qu'on sert à acheter, ceux-là, les Mandaloriens. On peut peut-être mentionner que souvent, avec les adaptations, et c'est le cas ici, c'est pas des comics de numéros standards, là, de nombre de pages standards. Là. Par exemple, souvent dans les comics Marvel, Star Wars, on va être plus dans du coup à 22 pages environ. Ouais. Là, on est plus ici dans le 33, même les numéros, le numéro 1, je pense, on était quasiment dans le 40. Ouais. Fait que ça donne des albums de 136 pages chacun. Ça va être la même chose, tantôt on en reparlera là, pour Obi-Wan. Mais c'est ça, fait évidemment, ça permet quand même de couvrir un peu plus. Mais on se rappelle, les épisodes de série avaient des durées variables aussi, donc on a des numéros à longueur variable aussi, donc c'est vrai que ça joue vachement là-dessus. Rodney Barnes, pour rappel, donc en plus du Mandalorian, il avait quand même fait de très bons comics à Star Wars. Il avait fait Lando Double or Nothing, tu sais. Ouais, c'était bien. Avec son Lando, ouais, voilà, c'était bien, version Donald Glover, là. Donc c'était vachement bien c'était une préquelle à Rogue One en gros. D'ailleurs, et je t'ai jamais dit, mais je suis allé voir Childish Gambino il y a quelques années déjà, mais donc j'ai vu techniquement Lando, jeune Lando. Le nom d'artiste musique là, de Donald Glover. C'était trop bien. Alors, il était excellent sur scène, le gars, mais bon, on digresse, c'est pas intéressant. Et par contre, Barnes, il a aussi fait le one-shot IG-88 pendant la guerre des chasseurs de primes. C'était cool. Et il a fait aussi la mini-série Inquisitor, qui va sortir bientôt, qui sort en France en train de compiler là, en ce moment même, et qui est sorti en TPB récemment, ou qui va sortir bientôt en TPB en VO, et l'année prochaine, donc chez Panini. Et c'est lui qu'on retrouvera sur Ahsoka, l'adaptation de la série Ahsoka. Ouais, ben écoute, mini spoils, mais de mon côté, j'ai été assez déçu de sa série Inquisitor. Je m'attendais vraiment à mieux que ça. Ouais. Donc écoute, je serais curieux. Le temps venu d'avoir ton avis. En tout cas, écoute, si on attaque, parce que c'est ça, il y a à peu près rien à dire de plus au niveau scénario. Si on attaque justement au niveau graphique, écoute, les gens qui avaient écouté notre épisode sur la première saison de Mandalorian, c'est ça, se souviendront à quel point c'était un désastre au niveau visuel. J'imagine que tu nous as préparé encore une fois quelques exemples. Oui. On a Georges Gentil, là, tu vois, c'est ça, on a Stephen Cummins, là, un numéro sur 2. Écoute, déjà à quel point c'est un désastre et par rapport à ce qu'on a eu, est-ce que c'est de même niveau, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire? Alors, déjà, pour remettre dans le contexte, Gentil, c'est lui qui nous avait massacré déjà la Haute République, hein, parce que oui, il a fait quelques numéros, il a commencé même par là, dont Lournadi, on se rappelle le massacre de Lournadi. Ensuite, il nous a massacré donc, les premiers tomes du Mandalorian, tu disais qu'il était très très mauvais. Il nous a aussi massacré entre-temps Mace Windu, parce qu'il y a une mini-série là récemment qui est sortie en TPB, en VO, et qui sortira bientôt chez Panini. Il nous tarde de le chroniquer celui-là aussi. Et tiens, un petit détail à la con, mais quand j'ai regardé sa page sur Wikipédia, Georges Gentil, la page Wikipédia n'est même plus mise à jour.
Il est qualifié même de dessinateur, enfin, de comic book artist, lol, comic book artist, de la Haute République, alors que techniquement, il a plus de crédit sur les Mandaloriens que sur la Haute République. Ouais, effectivement, il a presque rien fait là, dans Ouais. la Haute République. Mais alors, on va essayer de pas être trop méchant non plus. Tu me posais la question, comparé à ce qu'on a eu sur la saison, sur les deux tomes de la saison 1, je trouve que, on va commencer par les points positifs, je trouve que Gentil, il se démerde plutôt pas mal sur le Mandalorian en tant que tel, quoi. La Dinjarin est relativement bien fait. Les gros plans, notamment, il y a assez de détails sur le casque pour dire que oui, c'est pas mal. Ouais, casque, armure, tout ça. Là. Voilà, casque armure, il n'y a pas de souci. Vaisseau, droïde, j'ai pas trouvé de truc trop choquant. Même Grogu, je trouve qu'il y a un progrès, un léger progrès, mais il y a quand même un progrès de Grogu comparé aux 2 tomes précédents. Je ne sais pas si toi, tu as noté ça aussi ou pas. Ouais, ben écoute, je pense que tu y viens, là, le positif. Moi aussi, en fait, j'ai trouvé que c'était moins catastrophique que ce qu'on avait vu, voilà. surtout avec le 2e album. T'as le même Par ressenti. contre, il reste que les visages. Voilà, les visages humains. Tout ce qui est humain, c'est affreux. Ben oui, humain, mais j'aurais envie de dire, même dans même certaines races aliens qui ont quand même des visages. Tu sais, même Grogu, là, je veux dire, il faut quand même qu'il ait le même visage à chaque fois. Là, bon. Fait que c'est ça, en termes de regarde, là, tu nous montres à l'écran là, des bons exemples. Je veux dire, si c'était pas de la tenue et de la coupe de cheveux, est-ce que c'est le même personnage à gauche et à droite? Voilà, là, on montre c'est Pelimoto, la mécanicière de Tatooine. Alors, on voit les droïdes Pit qui sont très bien faits, mais le vaisseau, il n'y a pas de souci. Mais la gueule de Pelimoto, laisse tomber, quoi. C'est, comme tu dis, d'une case à l'autre. Je vais dire une chose que j'ai sûrement dit lors des 2 autres émissions sur la première saison, mais peut-être qu'il y a des fans, peut-être qu'il y en a qui aiment ce style-là. Présentez-nous-les. Est-ce qu'il y en a parmi les auditeurs? Je ne sais pas, là, mais ouais, c'est ça. Mais tu vois qu'il y a sur certains, comme tu disais, un peu plus gros plans, il y a plus de travail là, sur les visages. Mais le moindrement, c'est pas en gros plan. Là. Il n'y a pas de visage. C'est pas compliqué. Là. Les yeux, c'est 2 points noirs. Ouais, quand les visages sont un peu éloignés, c'est ça, c'est 2 points noirs. Après, on voit les gros plans, c'est pareil. Il y a une espèce de. C'est chelou. Je sais pas, tu vois, il y a plus de détails quand même, mais c'est quand même bizarre. Alors que tu vois, le Mando, pas de souci, Mando. Pas de souci. Non, c'est ça. Écoute, moins dramatique que le 2e numéro de la saison 1. Mais ça reste que ce dessinateur-là n'a rien à faire sur du Star Wars, sur une franchise aussi. Puis en plus, quand on apprend que ça a été le meilleur vendeur en librairie la saison 1, tu te dis, mais Colin, comment ruiner ton image de marque? Là, ça vaut cher de nos jours, là, une marque, là, puis les entreprises font très attention à ça. Alors qu'on dirait que Marvel, Star Wars, s'en foutent complètement. Ils vont vraiment là, à l'aveugle. Et puis là, ce que tu nous montres à l'écran, c'est justement l'acteur Timothy Olyphant qui jouait le Marshal. Si, on peut le reconnaître, là, mais vraiment, là, je suis désolé, là, mais il n'y a aucun trait ressemblant à l'acteur. Là. Zéro. C'est dommage, c'est fou. Mais alors voilà, après sur les monstres, sur Grogu, on l'a vu un peu plus tôt. Non, tu sais, par contre, on peut dire qu'il peut avoir du dynamisme, tout ça, mais tu sais, bon, c'est ça. Ben justement, moi je trouve que non, justement, toutes ces phases d'action sont plates au possible. Là, tu vois, ils sont censés, c'est pas du statique, hein, là, ils sont censés piloter des speederbikes et aucune dynamisme. Là, il y a pareil, il y a une espèce de fusillade. Je trouve qu'il y a que dalle, niveau action. Il y a un coup de feu. Moi, j'avais plus mis ça un peu sur la faute de l'aspect très, très, très rapide. Évidemment, on résume là, de façon tellement rapide qu'on n'a pas 2 pages pour une petite bataille. Là, justement, là, ça passe. Mais tu as raison, sur certains aspects, effectivement, là, on est loin du dynamisme qu'on avait, par exemple, dans Bounty Hunters. Ouais, carrément. Puis pourtant, encore une fois, Gentil, j'ai regardé un petit peu sa bio, parce que, enfin, sa biblio. Il a quand même été nommé aux Eisner Awards. Hein. Aux Eisner, c'est quand même les Oscars des comics en 2008 pour une série, donc Buffy contre les vampires, et donc apparemment c'est une très très bonne série en comics, Buffy contre les vampires. Et en 2008, il a été nommé aux Eisner, le gars, quoi. J'ai envie de lire le comic juste pour voir. Quoi. Ouais, moi aussi, ça pique ma curiosité, bien franchement. Ouais. Parce que non, c'est...
voilà, bah, encore une fois, qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'on attaque aussi Ahsoka là? Attends, j'essaie d'ouvrir Ouais, donc là, le numéro sur Ahsoka, à ce moment-là, est-ce que c'est gentil ou c'est Cummins? Alors c'est pareil, c'est là, tu vois, ben, je te dis, chaque tome, c'est 4 numéros et tu en as 2 par Cummins, 2 par Gentil dans chacun des tomes, en fait. Ok, Donc fait là, donc voilà, donc non, ouais, comme tu disais, je comprends pas pourquoi. C'est quand même le Mandalorian, c'est quand même une franchise bah, qui a son succès. Tu l'as dit, les 2 premiers tomes se sont vendus, mais par pelleté, quoi. Et j'ai trouvé même des commentaires sur comment Amazon, par exemple, quoi, où les gens sont satisfaits, ils disaient oui, non, j'aime bien, ça suit bien la série. Par contre, les dessins, pas fous, quoi. Et, non, mais donc, quand même le public, quand même, s'en rend compte, tu vois. Et je comprends pas que ce gars ait encore du boulot chez Star Wars ou même ailleurs. Il n'a pas fait grand-chose chez Marvel et DC. Hein. C'est peut-être un signe, mais il n'a pas été appelé un peu partout. On verra qu'il sera de retour pour Ahsoka, parce que lui aussi, il sera de retour avec donc Barnes et même Cummings. En fait, c'est la même équipe créative qui fait les trois. Là, enfin, on verra la critique qu'on aura d'Ahsoka, de la série télé Ahsoka, l'adaptation en comics. C'est ça. Mais ouais, non, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage parce que, ben, on le verra, je sais pas si tu vas enchaîner, sur l'autre dessinateur. Ben, tu mets un dessinateur qui fait un travail moyen, quoi, même que moyen, ça passe, quoi. Ça passe vachement mieux. Ouais, ben, tu vois, je suis en train d'étudier justement là, à l'instant le travail de l'autre dessinateur, Cummins, et c'est vrai qu'il y a des différences. Entre autres, là où on le remarque le plus, c'est sur les visages. Mais il faut avouer qu'on peut presque tourner ça en point positif. Ils ont quand même été chercher un autre dessinateur qui a un style très ressemblant à celui de Georges Gentil. Là. On a exactement le même, la même méthode là, de quand c'est en gros plan, beaucoup plus de détails, quand c'est éloigné. Écoute, il n'y a même pas de traits de visage sur les têtes de personnages. Donc, bref, écoute. Puis tu vois, je suis devant le visage qui est supposé être celui de Dave Filoni et zéro. Là, ça ne ressemble pas du tout à Dave Filoni, le fameux pilote de X-Wing. Fait que bref, c'est un peu mieux, mais c'est rien d'extraordinaire non plus. Là. Écoute, ben, je vais te partager juste vite fait la Pelimoto version Stephen Cummings, tu vois. Ouais. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu mieux. Je trouve qu'aussi le travail de la coloriste Rachel Rosenberg, hein, qu'on connaît bien parce qu'elle est là sur beaucoup de comics Star Wars. Je trouve qu'elle sublime, elle sublime pas. Elle sauve un petit peu le dessin. Je trouve qu'elle met en valeur les personnages et tous les éclairages sont vachement bien faits. C'est coloré, c'est joli. Niveau couleur, il y a pas de souci vraiment. Mais ouais, non, à part ça. Mais moi, tu vois, Stephen Cummings, j'ai trouvé quand même. C'était vachement plus dynamique déjà, toutes les scènes d'action, là, tu vois, ça se vole dans l'espace. Je sais pas, il y a juste des traits de mouvement, là, ça rajoute un petit peu de dynamisme. Les phases d'action, j'ai trouvé quand même bien sympathique. Franchement, les visages, je sais pas, c'est lui que tu parlais, que c'était... comment ça s'appelle ouais, exact. C'est lui, Filoni? Ah, effectivement. Il me semble, de mémoire, dans l'épisode, c'était des Filoni, là, qui va sauver le derrière de Mando à la fin. Là. Ouais, non, c'est ça, t'as raison. C'était Wolf quelque chose, ouais. Ouais. Mais j'ai pas tout. D'ailleurs, même le casque n'a pas les bonnes couleurs, si je ne me trompe pas, mais bon. Ok. Un détail. Bref, écoute, c'est ça. Ce ne sera pas un grand succès. Est-ce que tu voulais présenter quand même, je pense que tu voulais montrer Ahsoka, à quel point, écoute, moi aussi, ça m'avait marqué, là, les visages d'Ahsoka. Oh non mais en fait, je sais pas si le tome de Panini sera présenté la même chose, mais en fait, tu ouvres le tome Panini, donc la couverture est super, il n'y a pas de souci, on va en parler après. Et une des premières pages, c'est une page pleine d'un dessin. Ils aiment bien faire ça chez Marvel, tu as une page pleine d'un dessin quelconque. Et là, tu ouvres le tome et tu tombes sur ça. Bam! Voilà, Ahsoka. Par Georges Gentil. Donc, on reconnaît bien le trait de Georges Gentil. Super. Oui, effectivement. Donc, ceux qui ne l'écoutent pas là, en vidéo, écoutez, c'est ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que si c'était constant d'une case à l'autre et d'une page à l'autre, on pourrait dire, OK, c'est bon, d'accord, c'est son style. Mais là, il n'y a même pas cette constance-là. Là. Je vous dis, il y a d'autres visages d'Ahsoka qui sont vraiment pires que ça dans l'album. Fait que, bref, voilà, on voit là, sur la même page à l'écran là, deux visages. Écoute, peut-être les gens vont nous trouver difficile, mais bon, c'est ça. Moi, je suis désolé, ça obtient pas la note de passe. Non. Là, tu vois, en ce moment, je suis en pleine. C'est pour ça que je fais une petite post Star Wars Comics. Je lis les comics de Dune en ce moment. Je suis à fond là-dedans. Okay. Et putain, mais c'est tellement. Mais au-dessus, mais même pas au-dessus. C'est tellement à des années-lumière devant. Alors que c'est pas.
c'est pas un truc de fou non plus, hein, c'est pas une œuvre d'art le truc, mais c'est tellement mieux fait que ça. Bon, tu me diras, t'as vu le gros goût là, il était pas mal, tu vois. Ouais. Moi, je trouve qu'il s'est amélioré sur le gros goût quand même. Je sais pas, l'effet sur les Mhm. yeux, tout ça. C'est vrai. Mais il y avait ben là, sur le duel de fin entre Morgan et alors Morgan, pareil. Hein, Morgan, il y a Une une inconstance. page. Ah là là, attends, elle est où la page où t'as 6 cases sur Morgan et 6 Morgane différentes. et ouais, c'est ouf quoi. Et le duel final avec Morgan justement, elle est là, regarde. Ah, je crois que c'est ça. Ça c'est Morgan, ça. Oui, c'est Morgan. Oui. Mais ouais, non, On voit une tête. Je peux pas dire Ouais. qu'on voit le visage, mais on voit une tête de Morgane. En fait, dès qu'il y a des personnages en arrière-plan, le gars, il se dit, ouais, non, c'est bon, comme tu l'as dit, quoi, deux points et un trait, quoi. C'est fou, quoi. C'est fou. Et non, et voilà. Et le duel final, voilà, c'est le duel final entre les deux. Il y a aucune, enfin, epicness, il y a rien. C'est nul, quoi. C'est vrai. C'est Ben, nul. écoute, le temps passe vite et on se répète un peu. Ouais. Côté couverture, tu l'as dit, par contre, je trouve que justement, ça rattrape un petit peu le coup. Il y a plusieurs. J'ai montré tout à l'heure pendant que tu faisais les résumés de chaque épisode, là, quelques numéros. Je trouve que c'est quand même très vendeur, très joli. Il y en a que j'ai moins aimé, là, mais je pense entre autres, évidemment, la numéro 7, là, le casque de Mando dans ses mains. Écoute, ça pourrait être une photo. Tellement c'est beau. Ouais, non, vraiment, il y a des super trucs, ouais. Ouais. Fait que bref, de ce côté-là, c'est vendeur. Puis est-ce que tu voulais nous montrer quelques variantes? Ben, avant les variantes, je voulais noter que pour le tome 3, c'est une variante qui a été choisie. Là, on la voit, là, c'est la variante numéro 2. C'est pas une régulière. C'est rare hein, d'avoir une variante choisie pour couverture d'un tome. Et je trouve ça dommage parce que, je sais pas ce que tu en penses, mais la variante 2, comparée à ce qu'on a eu pour les régulières, je trouve que les 4 régulières étaient très jolies. Et une des 4 aurait été parfaite. Elle représente bien l'épisode, avec les fameuses araignées à la fin. Ouais, mais effectivement, là, tu vois, le volume que je tiens dans les mains, c'est ça. Donc, c'est cette fameuse variante-là. Voilà, je la trouve un peu triste. Alors que la quatrième... Mais c'est vrai que c'est pas la plus sublime de toutes les variantes et même toutes les officielles. Ben ouais, t'as montré le tome, voilà, celle du numéro 1, ça aurait été très bien en page principale, tu vois, avec Boba Fett. Ça aurait été très bien, même le 2. Enfin, je trouve que les 4 là sont superbes. Et que même celle qui a été choisie pour la 4e de couverture, tu mets ça en première de couverture. Ben écoute, ça pète, quoi. Les deux côtés de la médaille, c'est que pour une fois, ils ont choisi une variante comme couverture de TPB et tout ça, d'album. Et l'autre côté de la médaille, c'est qu'ils ont vraiment pas pris, pour une fois qu'ils font ça, ils ont vraiment pas pris les plus impressionnantes des variantes. Ouais, c'est dommage. Non, après, en variante, oui, comme dame, tu as des super variantes, il y en a des un peu oubliables. Donc voilà, il n'y a rien de bien notable de ce côté-là. En espérant que Panini les mette aussi, tu as vu comme ils font là sur le tome de Marvel, mais bon, j'en doute un peu maintenant. On a perdu espoir sur ça, je crois. Ben, excellent. Écoute, je pense qu'on a tout dit. Si je te demandais une note sur 20 en rappelant que c'est ça, on avait donné quand même des notes ben, en tout cas, à peu près 35. Je pense que tu avais donné un 5 peut-être au premier numéro. Ben, je crois que non, justement, le premier, je pensais que c'était vachement généreux. J'avais donné un 11 à l'époque, j'ai écouté l'émission encore. Un 11 que j'avais descendu à 9, je crois, lors de la deuxième émission. Mais je me suis dit, mais j'étais débile, mais t'étais débile. J'étais jeune à l'époque, du coup. Non. T'étais jeune. Ouais, surtout que les points. À l'époque de l'année dernière, ouais. Voilà. Non, surtout que les points positifs, c'était juste les couvertures et la rapidité à laquelle tu le lis et je sais plus trop quoi. Et puis, oui, ça se lit vite, ça, il n'y a pas de doute. Donc, non, là, je trouve que quand même, malgré le fait que Stephen Cummings ne soit pas le dessinateur du siècle non plus, je trouve qu'il relève quand même le niveau. Tu vois, un tome du Mandalorian avec seulement lui en couverture, ben voilà, j'aurais mis un petit 10-11, tu vois, il aurait eu la moyenne. En couverture, que lui en dessin, pardon, en intérieur. Alors que ben là, gentil, donc il gâche tout en fait. Mais voilà, Cummings est là, donc je mettrai aux deux tomes de Mando, je les mets ensemble. Je mettrai un 7 sur 20 aux deux Mando, mais je rabaisse donc le tome 1, je lui mets un 4 sur 20, parce que fuck it, quoi, merde, c'était vraiment de la merde. Et le 2, je le mets à 5 sur 20, parce qu'il était quand même un peu mieux, tu vois. Mais 4 et 5 pour les deux premiers tomes, et par contre là, les deux Mando, 7. OK. Ben écoute, moi aussi, je vais donner un petit peu plus. Je vais donner 4 et 5 pour les deux. Je vais donner un 6 pour les mêmes raisons que toi. Donc, la part de Cummings, les belles couvertures. Mais c'est ça. Dans un sens, on peut
je le mets pas dans la note, là, mais le fait qu'ils poursuivent dans leur erreur. Ouais, c'est ça qui c'est ça qui est le plus. Parce que, tu sais, à la limite, tu commets une erreur, bon, ben, tu répares pour la suite. Non. Eux, ils poursuivent avec Georges Gentil et avec une histoire qui apporte zéro plus-value. Voilà. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Mais non, mais c'est hallucinant. Mais le pire, c'est qu'ils enchaînent après sur Ahsoka, quoi. Enfin, ils vont adapter Ahsoka avec le même dessinateur, quoi. Mais les gars. Écoute, j'avais des espoirs. J'avais vraiment des gros espoirs. En plus, Ahsoka, Hera Syndulla, Sabine, voilà, c'est ça. Des personnages en couleur qui peuvent être vraiment cool. Et non, ça a été malheureusement exactement la même recette désastreuse. Bref. On y reviendra à la série Ahsoka une autre fois. Là, on est là pour parler de la série Obi-Wan. Donc, évidemment, on ne fera pas le débat sur est-ce que la série était bonne, etc. Cette fois-ci, l'album, c'est un seul album du côté de chez Panini. Je crois qu'il est au coût de 22 €, donc pour un 192 pages. Donc, un 6 numéros, mais comme je vous disais, là, des numéros quand même plus volumineux que quand c'est des issues de comics, là, mettons Star Wars, Darth Vader, etc. Donc, l'album du côté de chez Panini a l'air de ça, là, pour ceux qui nous écoutent en vidéo. C'est la couverture du premier issue là, de la série de 6. Donc, écoute, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, Jean, l'histoire? Oui, bien sûr. Alors, attends. Où est-ce que j'ai mis mes notes? Voilà, résumé spoiler. Trop bien. Donc, pour rappel, on suit donc les aventures d'Obi-Wan Kenobi sur Tatooine post-Ordre 66. Voilà, donc il surveille donc Luke Skywalker, un jeune Luke Skywalker. Les Inquisiteurs vont se pointer sur Tatooine, vont choper un autre Jedi qui se cache à Mos Eisley. En parallèle, on suit la jeune princesse Leia qui va se faire kidnapper sur Alderaan. Et son père, donc Bail Organa, va quémander Obi-Wan pour la retrouver. C'est évidemment un piège de la troisième sœur de Reva, qu'elle s'appelle, qui espère faire sortir Obi-Wan de sa tanière en l'attirant avec Leia. Obi-Wan va donc se rendre sur Dayu pour récupérer Leia. L'espèce de planète néon, là on se rappelle un petit peu la Blade Runner, là, super stylée. Ouais. C'est là qu'il va découvrir aussi que Anakin est toujours en vie sous la forme de Dark Vador. Puis Leia va se refaire capturer sur Mapuzzo et emmener à la forteresse de l'Inquisitorius. Et Obi-Wan, grâce à un groupe de rebelles qu'il va rencontrer sur Mapuzzo, va donc s'y rendre aussi, va infiltrer l'Inquisitorius et délivrer la jeune Leia. Et après un ultime face-à-face contre Dark Vador, Obi-Wan va retourner sur Tatooine, sur Alderaan d'abord, rendre Leia à ses parents, puis retourner sur Tatooine, et tout est bien qui finit bien. Et voilà, il va même rencontrer le fantôme de son maître à la toute fin de la série. Donc. Oui, on rappelle l'apparition de Qui-Gon qu'on va voir aussi dans le comics en une page à la fin. Ouais. Donc, écoute, merci Jean. Côté spec, comme je disais, là, on est sur des numéros un peu plus volumineux. Donc, on a Jody Hauser à l'écriture et on a un dessinateur cher à mon cœur, je le dis à la blague, c'est Salvador Larroca, donc, mais qui, lui, a des fans. Par contre, lui a un fandom. C'est un style assez particulier là, qu'on a qualifié souvent de photoréaliste. Je trouve qu'on s'en éloigne un petit peu. On en parlera tout à l'heure. Okay. Et on a Guru EFX là, aux couleurs. Lui aussi, un grand habitué là, des comics Star Wars, qui fait toujours un très bon travail, quelque chose de, en général, là, des très bonnes ambiances et compagnie. Et aux couvertures, vous l'aurez peut-être reconnu, il a son style. On l'a souvent en couverture de comics et même en couverture de romans parfois. Donc, c'est Phil Noto, un style assez facile à reconnaître. Donc, mais que personnellement, j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aiment moins. Mais personnellement, photoréaliste aussi. Hein. C'est marrant d'avoir mis Larroca et Noto couverture aux intérieurs. Mais j'avoue que j'aime bien Noto, mais c'est juste, encore une fois, les phases. Il aime bien. J'aime beaucoup ses couvertures posées. Ses couvertures un peu plus action sont un peu plus discutables, on va dire. Ouais. Voilà, donc écoute, qu'est-ce qu'il y a à dire au niveau justement adaptation ou scénario? Est-ce qu'il y a de la plus-value cette fois-ci? Non, c'est la même chose, j'ai envie de te dire. On reprend les mêmes et on recommence. Non, il n'y a que là. Je voulais juste parler de Jodie Hauser vite fait parce que je l'aime bien. Jodie Hauser. Non, mais malheureusement, elle a fait comme Rodney Barnes, hein, elle a suivi la série, elle a fait du copier-coller, scène par scène, dialogue par dialogue, c'est un peu triste. Écoute, comme on disait tantôt, est-ce que c'était ça la commande? Voilà. À un moment donné, j'ai tendance à reprocher ça plus à Marvel
Oui. et à Lucasfilm qu'à Jody Houser. Oui, parce que ces deux scénaristes, là, Jody Houser et donc Ron Lemars, on l'a vu hein, sur d'autres séries comme Lando, comme Inquisitorius, quand il y a des trucs originaux, ils se démarquent très bien là, tu vois. Jody Houser, on l'aimait bien parce qu'elle a adapté les deux très bons romans, je le dis, très bons romans, t'as vu, t'entends, Throne et Throne Alliance. Donc, voilà. Donc c'était, bon, là, les romans étaient très bons, les comics, ils coupaient dans le gras évidemment, mais ils adaptaient relativement bien. Moi, j'avais bien aimé ces adaptations de ouais, ben, évidemment, là, un roman de Timothy Zahn en comics de quelques numéros. Ouais, voilà, le problème c'est c'était ça. Pas le choix d'enlever beaucoup de gras. Ouais, on le critiquera, le Throne Alliance qui va sortir bientôt sur chez Panini, mais c'est tellement dommage de ne pas avoir fait une série un peu plus longue pour rentrer plus dans les détails. Mais à part ça, elle était très bien. Et tu avais montré aussi le tome de Rogue One, c'est elle qui était sur l'adaptation de Rogue One déjà. Okay. Elle avait fait aussi, tu te rappelles, la mini-série TIE Fighter là, qui a accompagné quel jeu là déjà? Non, c'est pas un jeu, c'était la trilogie de romans Alphabet, je crois. Ouais, exactement. C'était le parallèle comics, si on peut dire, là, et Ennemi. Donc, ça suivait l'escadron Shadow. Là, ouais, voilà, ça, les Shadow Wings. Ouais, c'est ça, c'est super bien. Enfin, moi, j'avais beaucoup aimé cette série-là. Ouais, elle a fait du Yoda, donc elle était une des scénaristes de Yoda. Yoda, c'est très bien. Alors, c'est marrant, elle a été prévue pour l'adaptation de l'épisode 9, adaptation qui a été annulée, hein, on le rappelle. Oui, c'est le seul jamais eu lieu. Voilà, le seul film qui n'a pas d'adaptation comics, c'est l'épisode 9. Bizarrement. Ça, écoute, on est encore dans la catégorie des trucs surréalistes un petit peu, là, mais écoute, peu importe, on rouvrira pas cette porte-là. Non, mais c'est quand même bizarre. Quand même. Mais en tout cas, Jody Houser, voilà, moi j'aime bien. Elle fait le taf, et encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas de plus-value pour le scénario. Mais elle suit quand même très bien l'histoire. Enfin, les deux scénaristes, on n'a pas. Voilà. Si, en fait, en gros, c'est ça. Si t'es fan, si t'as adoré la série, mais vraiment, t'es ultra fan, t'achètes le comics, t'es content de retrouver. Voilà. Moi, c'est ce que j'aimais bien dans les adaptations des films, hein, des 6 films à l'époque. Il n'y avait pas de plus-value non plus. Je ne me rappelle pas avoir vu les scènes coupées dans les comics, mais c'était quand même cool de voir voilà, ton film que tu adores en comics, quoi. Donc, je pense que les fans seront contents. Oui, effectivement. Après, écoute, à quel point la série a connu un succès là, qui va générer des ventes autant, par exemple, que la première saison de Mandalorian. Je suis pas certain. Mais bon, mais Obi-Wan, quand même bien apprécié. Ouais, et puis Obi-Wan, niveau audience, c'est pas la série number one. Je me rappelle pour Acolyte, ils avaient dit que c'était deuxième après Obi-Wan en nombre d'audience. Ah, tu vois, ok. Tu vois, ça m'avait échappé. J'avais l'impression que les audiences étaient moins bonnes que Mandalorian. Mais bon, on se trompe peut-être. On verra. On vérifie. Bref, écoute, je pense que ça fait le tour côté histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire du travail de Salvador Larroca? Alors, si tu me permets, la petite tunnel sur Salvador Larroca, parce que Salvador Larroca, c'est une légende vivante du comics. Il est actif depuis les années 80 quand même. Et moi, je l'ai connu à l'époque, dans les années 2000, quand j'ai commencé le comics avec les X-Men. Il a fait énormément de titres X-Men, dont les Uncanny, les New, les Ultimate, les Extreme. Enfin, toutes les séries, il faisait tout. C'était un fou, le gars. Il a même fait les Ultimate Electra. J'avais adoré l'Ultimate Daredevil Electra. Et je trouve que le dessin d'époque n'était pas le dessin qu'il a en ce moment. C'est pas du décalco sur voilà, sur du photoréaliste. C'était quand même réaliste, mais c'était quand même un peu plus. Il avait une touche quand même un peu plus personnelle. Et je trouve que là, en ce moment, ça fait quelques années déjà, je suis la série aussi Alien, donc adaptée des films Alien. Il avait dessiné le premier volume de Alien post-rachat de la Fox par Disney. Et là, c'est là que j'ai découvert son style ultra réaliste, photoréaliste, quoi, où vraiment tout ce qui est créature, les aliens étaient magnifiques, parce que photoréaliste, que ça ressemblait énormément au film, mais les humains, c'est le problème qu'on va avoir dans cette série aussi, hein, c'est tellement réaliste que, alors oui, ça ressemble aux acteurs, il n'y a pas de souci, mais du coup, on est dans une espèce de, c'est quoi ce syndrome là, d'un cannibale, tu vois, t'as l'impression que, je sais pas, quelque chose de bizarre dans les dessins, parce que c'est comme lire un roman photo, mais t'as pas envie de lire un roman de photo, t'as envie de lire un comics, quoi. Ouais. Donc, c'est ce nouveau Salvador Larroca là, qui fait. Moi, je dirais aussi que c'est inconstant. D'une page à l'autre, d'une case à l'autre, c'est ça, sur certains visages, va mettre beaucoup plus de travail que sur d'autres. Bref, écoute, on va voir là, dans ce cas-ci, l'adaptation d'Obi-Wan. Mais c'est ça, contrairement à quand il faisait la série Star Wars, donc la première série de 2015 du canon. Où est-ce que ça s'était empiré avec le temps? Au début, il avait mis beaucoup de temps probablement là, sur les premiers numéros. Puis je trouvais que là, au fil du temps, ça s'était empiré. Puis effectivement, il y avait un côté très, très décalque. Écoute, on pouvait reconnaître carrément les scènes des films
la trilogie originale, quand on voyait Han Solo, Leia ou Luke. OK, ça, c'est tel moment. C'est vraiment des captures écran, on va dire, ou des décalques. Alors que là, on n'est pas là-dedans. Là. Quand je regarde le visage d'Obi-Wan et tout ça, là, on n'est pas dans du décalque du tout. Ah bon, tu trouves pas? Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... moi, je reconnaissais vraiment... comment il s'appelle? Ewan McGregor. Ben, dans certaines pages, là, oui, effectivement, il y a entre autres des pages avec Anakin à différents âges ou des choses comme ça, là, où est-ce que oui, le travail est. Mais je pense entre autres à la fin, là, quand on a l'apparition de Qui-Gon, écoute, on est très, très loin d'un photoréalisme. Là. Écoute, fait que c'est ça, j'ai peut-être une question de temps qui consacre à chaque projet. Là. Mais par contre, il y a des fulgurances. Ici, là, regarde, on monte à l'écran la différence entre le visage d'Obi-Wan d'un côté et celui de Qui-Gon. Moi, je trouve, là, regarde, peut-être pas là, mais sur la deuxième case, je trouve quand même c'est vraiment. Ouais, je sais pas. À certains moments, bref, il y a des fulgurances, il y a vraiment des choses très bien au niveau artistique aussi. Là, par exemple, à un moment, Obi-Wan, justement, est dans ses remords, là, dans la grotte. Des choses comme ça. Donc, il y a des beaux moments, des belles pleines pages. Par exemple, tu montes à l'écran justement des souvenirs d'Obi-Wan, donc d'Anakin, de la mort de Qui-Gon, etc. Ça, c'est très beau. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a vraiment des belles fulgurances au travers de travail très ordinaire. Ben ouais. Je suis d'accord. Ordinaire et limite moche. J'ai trouvé en fait que le pire personnage, je dirais, déjà son Obi-Wan n'est pas toujours constant. Il y a vraiment des moments où je me suis dit c'est quoi ça. Et bon, tu le montres à l'écran, le visage de la petite fille. On dirait que quand il n'y a pas de rides et autres traits de visage marqués, tu sais, quand c'est des enfants ou des personnages là, sans traits marqués, c'est ça, il y a beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal avec sa Leia enfant. Ouais, ben, complètement d'accord. Ben, je suis là pour cette fois, je suis d'accord avec toi. Il y a un problème avec Leia. Là encore, un canivalet, quoi. Là, j'ai l'impression de voir Mégane, la poupée maléfique, quoi. C'est écoute, c'est vraiment bizarre, mais c'est pas moche, tu disais, c'est un style, la Roca est assez fan. Moi, tu vois, moi, c'est ça qui est. Enfin, le problème avec la Roca, c'est vouloir être trop réaliste comme ça, moi, ça me sort du truc, quoi. Tu vois, il y a l'espèce de personnage de le bassiste des Red Hot Chili Peppers, comment il s'appelle? Flea, je reconnaissais pas, tu vois. Exact. Il y a plusieurs personnages comme ça. Alors, la troisième sœur, pareil, il y a des cases où. Elle aussi, effectivement, c'est une personnage que, bon, évidemment, c'est une jeune actrice, là. Elle doit être dans la vingtaine, mais je veux dire, c'est comme elle n'a aucun trait, là. C'est vraiment comme si elle n'avait pas mis d'effort sur ce personnage-là. Des passages d'action, encore une fois, pareil. Du coup, ce style-là, photoréaliste, rend les passages d'action un peu plates, je trouve. Ça manque de dynamisme aussi, quoi. C'est dommage. Mais tu vois, à l'inverse, son Temuera Morrison était très ressemblant. On reconnaissait tout ça. C'est le moment où Obi-Wan croise un clone là, qui est mendiant, là, sans abri. Je pense que c'est dans le deuxième épisode. C'est ça. Donc, fait que c'est ça. Il y a des moments, puis il y en a d'autres, c'est malheureux qu'on aime mieux oublier. Et par contre, tu mentionnais Guru FX, donc aux couleurs, et je trouve que justement les couleurs et l'utilisation du noir aussi, de plages sombres, on sublime aussi le dessin de la Roca. Il y a beaucoup de passages en obscurité, dans des grottes, dans l'Inquisitorius, tout ça dans le noir, et je trouve qu'il joue vachement bien avec les plages de noir. Là. Attends, je vais te montrer 2-3 planches. Là, c'était un très très bon point, ça. Je ne sais pas si tu l'avais noté aussi. Oui, ben c'est ça. Écoute, on a des scènes aussi de Vador dans son. Puis le parallèle Obi-Wan qui est dans la. Voyons, je cherche le nom. Dans le bocal. Le Bacta. Voilà, le Bacta. Donc, on a Obi-Wan et qui pense à Vador, qui est lui aussi dans le Bacta. Puis c'est ça, c'est super beau. Super beau. Ouais, c'est vrai. Mais Vador, après, voilà, c'est toujours pareil, c'est les visages humains, entre guillemets. Il y a un petit problème, quoi. Enfin, c'est ressemblant, mais il y a un problème. Par contre, tout ce qui est droïde, vaisseau, Dark Vador, rien à dire. Hein, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment c'est une photo du film, quoi. Là, c'est Loïc qui sera content, quoi. En fait, c'est ça. C'est que moi, c'est plus l'inconstance. Je trouve qu'il y a vraiment, là, on part d'une page à l'autre, c'est ça. Cette journée-là, il n'avait pas pris son café ou je sais pas, là. Mais fait que c'est malheureux pour ça parce qu'il y a vraiment des belles choses.
Ouais. Et après, alors il y a 2-3 trucs aussi qui m'ont dérangé. C'est par moment, tu vois les espèces de traits noirs qui font les contours des personnages avec les décors. Ouais. C'est vraiment moche, quoi. J'ai l'impression que c'est un travail, tu sais, une prévue, Ouais, quoi. son Il est obligé style. d'effacer les C'était noirs. déjà comme ça à l'époque de la série Star Wars. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je me rappelle plus, tu vois? Mais ouais, non, c'est vraiment bizarre, là, tu vois? Là, tu as les contours, alors ça se voit peut-être pas trop parce que c'est pas trop c'est dézoomé, mais là, tu as les contours de noir toujours, bizarres. Alors parfois il y en a, parfois il y en a pas en fonction du fond que tu as, peut-être. Il y a ça et il y a le fait aussi que, ben, sur Mandalorian, ben, c'était un autre bon point, on va dire, mais le découpage des cases, la structure des pages était, Ouais. ben, un comic book, quoi. C'était, dynamique un petit peu quand même. Là, Ouais, c'est ouais. beaucoup de gaufriers à 6 ou tu sais, les longues bandes, une Ouais. page 5 ou 6 par page. Et c'est souvent ça, quoi. Parfois, tu enchaînes les pages. Mais là, regarde, c'est ça, quoi. Tu enchaînes 6, 6, 6. Et c'est toujours pareil. C'est 6. Ouais. Alors, c'est plate, quoi. C'est plate. Tu lis ça et c'est plate, quoi. Je trouve ça manque ça fait pas comics, quoi. Ça fait roman photo, encore une fois. Ouais, C'est exact. bref, c'est un petit point là aussi. Sinon, ben écoute, à moins que tu aies quelque chose à ajouter sur cet aspect-là, parce que c'est ça, là, on l'a dit, les vaisseaux, regarde, on voit à l'écran des cases de Stormtroopers très réussis, bref, c'est ça. C'est Ouais, vraiment, ouais. là, certains vont aimer, certains n'aimeront pas. Ouais. C'est un style. Personnellement, bon, c'est ça, c'est pas mon préféré, mais je peux pas dire que c'est quelqu'un qui a pas de talent. Là. Non, ah non, bah alors, c'est la Roca quand même. Mais encore une fois, comparé à du vieux La Roca, là, je trouve qu'il se repose un petit peu. Bah, il a peut-être vieilli, il a peut-être plus le temps de. Donc, je sais pas, il décalque son écran de télé, je sais pas. Mais, Non, écoute, on l'a côté couverture officielle, on l'a abordé tout à l'heure, mais c'est ça, Phil Noto, là, qui fait du très bon travail, je trouve. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est composition avec plusieurs personnages, style affiche, sont peut-être un petit peu mieux que quand c'est justement scène de film, scène d'action, etc. Là. Ouais, carrément. Ah oui, c'est vrai, ça me rappelle. Écoute, un des points positifs, je trouvais que ben là, le visage de Hayden Christensen dans les flashbacks était mieux que justement le CGI dans la série. Oh, bien joué. Écoute, merci Salvador Larroca de ne pas avoir reproduit ce qu'il y avait dans la série télé exactement. Ça aurait été énorme. Attends, je vais reproduire le CGI moche de la série. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas mal. Ben, ça, c'est le bon point. En même temps, c'est le bon point du scénario, mais c'est le scénario de la série. Mais c'est vrai que la série, il y avait pas mal de problèmes, mais la relation Obi-Wan-Anakin était un très bon point. Ça m'a fait plaisir de retrouver ces scènes-là. Ouais, là, évidemment, on chipote sur le visuel. Là, oui. Et ça, il y avait des variantes. Alors, variantes, pareil, hein, il n'y avait pas des marquants. Il y avait juste celle-là que j'avais bien aimé, malgré le fait que ça soit la troisième sœur, qui a une drôle de tête quand même, sur cette affiche. pas fou. Mais tu me diras, elle a une drôle de tête aussi dans la série. Ça va bien à son personnage. Voilà, ouais. Avec donc le fameux inquisiteur qui ressemble pas du tout à l'inquisiteur de la série animée. Tu avais des bonnes variantes là, tu vois, avec l'Obi-Wan stylé. Il y a plusieurs Temuera Morrison, comme tu disais. Non, laisse fermer, j'ai pas fini. Là, t'as Dark Vador. Et rigolo, c'est qu'à la fin du tome Marvel de ce Obi-Wan, donc là, avec Qui-Gon sur le fond de Tatooine, voilà, stylé aussi la troisième sœur. Et à la fin, hop, tourne page, hop, je suis tombé sur une variante cover avec, comment ça s'appelle? La fameuse Omega, qui est très stylée, hein, franchement, la variante cover Omega. Oui, il faut avouer. Très, très stylée. Hein, donc ça. Et puis juste après, donc tu avais la pub pour les autres séries, donc la série Obi-Wan, qu'on vous conseille, moi je vous conseille vraiment cette série-là, plus que la série Obi-Wan Kenobi. Donc Obi-Wan tout court, c'est la série comics 100% inédite, on va dire. Et juste après, il y avait des très bonnes choses. Ouais, très bonnes choses. Et juste après, tu as donc les pubs pour les autres adaptations, donc l'épisode 7, l'épisode 8, pas l'épisode 9, évidemment. On ne vous conseille pas du tout. Et voilà, et donc les Mandaloriens, et voilà, ça finit le tome comme ça, donc je trouve ça rigolo. Écoute, justement, on a parlé de plein d'adaptations aujourd'hui. Quelle note tu donnerais à cette adaptation de la série Obi-Wan? Évidemment, il faut faire le comparatif avec les Mando. On a parlé des Rogue One, Solo, etc. tout à l'heure. C'est vrai que j'étais pas là lors des adaptations des Rogue One Solo, mais moi, j'adore tellement les films. Mais tu vois, je mets tellement les films. Mais tu vois, sur ma grille de notation des œuvres audiovisuelles Star Wars, si je te mets 20 sur 20 au Star Wars préféré, donc l'épisode 4, 5, 6 et puis 8, quoi, et puis le 1 peut-être, et puis je te mets 19,5 à l'épisode 2 et 3, et je te mets, je sais pas, peut-être 12 à l'épisode 9, parce que bon, quand même, tu vois. Mais les séries, j'arrive pas à m'exciter autant quand les séries passent. Et plus ça va, et plus on en a, et moins je suis excité. Là, tu vois, la Skeleton Crew, comme tout le monde,
on regardera ça, mais vraiment parce qu'il faut regarder ça, quoi. Et Ah plus on non, avance, écoute, bref, ça, ce sera le sujet d'autres émissions, d'ailleurs, évidemment, qui sont en préparation. Mais moi, je suis très, très emballé par ce que j'ai vu en bande-annonce jusqu'à maintenant. ok, Donc, ben, évidemment, je ne suis pas le public cible, là, mais c'est ça, ouais. là, je trouve l'ambiance là, très, très, justement, Emblem, là, comme on dit, là, la Ah, fameuse cool, société de cool. prod très années 80, Mhm. aventure pour enfants. Là. Je crois que là, ça va peut-être miser dans le mille pour ce public cible-là, on s'entend. Mhm. Là. Ouais. Ben, écoute, on verra. En tout cas, Bref, même à Collecte, hein, j'avais beaucoup aimé ma Collecte, mais j'ai tendance à pas trop m'exciter sur tout ce qui est adaptation de comics comme ça, parce que justement, les adaptations de comics des films, je les trouve mhm, très très correctes, donc je pourrais monter jusqu'à 18 sur 20 sur l'adaptation de l'épisode 4, 5, 6, si tu veux. Mais mhm. là, Obi-Wan, c'était cool de revoir la série. Les dessins de la Roca, parfois c'était sympa, parfois ça m'a dérangé. Donc, j'arrive pas à m'emballer à plus que 11, 10, 11 sur 20, tu vois. Pourtant, c'est ce que Ah, j'avais mis au tout début de Mandalorian, hein, ce tome 1, mais qui m'a je plus serais plu de qu'on loin. aura un petit peu de débat quand même Ouais, aujourd'hui, mais finalement, ben, on est beaucoup trop du même avis. Désolé vas-y. pour les auditeurs, là, c'est moins intéressant. Il y aura pas du Jerry Springer là, d'empoignade en direct. Écoute, moi, je vais lui donner la même note que toi. J'avais pris un 10 sur 20. Tu vois, j'avais donné un 12 et un 14, là, 12 à la série solo, puis 14 à celle de Rogue One. Mhm. Évidemment, c'est ça, l'absence de plus-value, puis tu sais, tout ça joue. Puis là, ben, c'est ça, comme je disais, l'inconstance, certaines très belles choses, mais bon, dans certains cas assez décevants. Le découpage, entre autres, comme tu disais, là, Ouais, c'est... côté dynamisme, là, c'est ça. Pour moi, c'est pas du comics, ça, c'est de Mais non, la BD européenne, comme on dit, là, ouais, voilà, ouais. Et à c'est la ça, Tintin historique. tu tournais les pages et t'as aucun excitement. C'est juste, ah ouais, donc il s'est passé ça. En plus, oui, c'est une histoire que tu connais déjà, donc ça ajoute au fait, quoi. C'est Mais sûr. c'est, ouais, tu sors de là, tu finis le tome et t'es là, bon, ben voilà, c'est fait, et puis hop, next. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Fait que pour rappel, un 22 € là, mais voilà. Pour les Ça fans. peut quand même faire l'objet d'un. Tu sais, c'était quand même la petite fille. Toi et moi, genre, on a des jeunes enfants Mhm. filles, donc peut-être qu'effectivement, l'aventure de la petite fille dans cette série-là là, va aller rejoindre ce Ouais, public-là éventuellement. éventuellement. Moi, la mienne est trop jeune encore, à 2 ans, là, mais bon. Fait qu'écoute, ben c'est sûr, c'est pas si mauvaise critique pour. Comme je disais, je me doutais en fait que ça irait en s'améliorant. Entre Mando et Obi-Wan, je me doutais qu'Obi-Wan aurait des Ouais, quand même, quand même. Bah oui, bah gentil, qui peut faire pire que gentil, quoi. Franchement, je connais pas, Et Écoute, crie pas au loup, Jean, parce qu'on pourrait avoir des on pourrait, mauvaises surprises. on pourrait. Par contre, alors Mandalorian pour le futur du comics Mandalorian. Alors la saison 3 n'est pas encore annoncée en comics, mais comme on a vu pour les saisons 1 et 2, ça prend du temps, ces choses-là, apparemment. Je sais pas pourquoi, mais ça prend du temps. C'est Et une bonne puis question. donc Ahsoka, donc c'est terminé là, et donc pareil, tout ce qui est Andor, Boba Fett et bon, Acolyte, c'est encore un peu tôt, mais rien n'a été annoncé comme adaptation, mais ça devrait peut-être pas tarder. Je pense qu'ils vont continuer sur leur lancée. Mando a tellement bien marché en comics qu'ils vont adapter la saison 3 obligé, quoi. Reste à voir si les équipes artistiques vont changer, quoi. Ça serait bien, quoi. Ben, et la fameuse approche d'être une stricte adaptation avec zéro, comment dire, intérêt. Là, Là, j'ai perdu espoir, hein. Là, ça fait 5 tomes de séries adaptées qu'on se tape. Il n'y a aucune ouais, puis c'est plus-value. ça qu'on vous disait, petit spoilers, là, mais la série Ahsoka, la série télé, c'est la même chose. Ouais, voilà, 6, voilà. Donc ça fait 6 tomes, c'est pas fou, quoi. Fait que voilà, écoute, Jean, on est curieux d'avoir vos commentaires, donc si vous avez apprécié ou pas, donc venez nous dire dans les commentaires, les partages, les pouces, etc. Donc on comprend que c'était pas l'émission la plus positive, ça ne peut pas être toujours ultra positif. Écoutez, si on avait un petit conseil rapide, moi je vous dirais dans les séries qui sortent ces temps-ci que ça a été une belle surprise. À ma grande surprise, en fait, en tout cas au moins à l'œil, la série Ewoks. Écoute, je trouve que c'est à la limite un chef-d'œuvre. Visuellement, là, c'est magnifique. Donc, tout ce qu'on reproche en général, je trouve que dans la série Ewok, c'est très, 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 très bien. D'accord. Fait que, écoute, le temps que ça soit traduit, là, on en reparlera dans quelques mois. Pas commencé encore, tu vois, je sais pas. Ah, OK, ben je t'invite c'est ça, tu jetteras un œil. Écoute, je crois que c'est une équipe de 2, fait que peut-être que ça aide aussi, mais bref, allez voir ça. Sinon, bien évidemment, Jean, côté qu'est-ce qu'il y a à venir, on a nos 2 romans.
Alors oui, donc en littérature roman, on en a deux sur le grill. On a Mace Windu, Glass Abyss, le roman de Steve Barnes, le roman adulte. Et on a également le roman young adulte de George Mann, Tears of the Nameless. Donc voilà, donc on verra lequel arrive en premier. Ce sera la surprise. Oui, exactement. On va voir là, qui est en train de lire quoi dans l'équipe et tout ça. Et en comics, sinon, ça sera comme on disait, Skeleton Crew, c'est sûr que les émissions sont en préparation. Là, donc, je ne sais pas si cette fois-ci, on va avoir accès au premier épisode de la série en avant-première, comme ça a déjà été le cas là, avec Disney, Disney Québec, Disney Canada. Fait que bref, restez à l'écoute. Vous pourrez voir là, si on sort le jour même ou bref, si les épisodes visiblement ont été préenregistrés ou pas. Mais parce que des fois, il y a comme une date à laquelle, puis même une heure précise à laquelle tous les YouTubers et compagnie peuvent publier. Ça commence quand d'ailleurs, cette série? Je m'en rappelle plus. Ça commence fin novembre, si je ne me trompe pas, donc j'ai plus la date devant moi, là, mais je crois que ça approche à grands pas. En fait, on a franchi l'étape au niveau publicité, puis tout ça, là, on tombe dans le plus concret et le plus massif. Fait que les affiches, les pubs télé, etc. Ah oui, très jolie affiche là, j'ai bien aimé ce qu'ils ont publié. Ouais, très stylé. Fait que, bref, voilà, ce sera le sujet des prochaines émissions. Donc voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Bye tout le monde!